s'il y en a parmi vous qui sont férus d'histoire, je serais intéressé par savoir si ce bateau, c'est juste un random bateau fait par l'illustrateur, ou si ça représente vraiment un vrai bâtiment historique. Alors, manifestement, il y a un symbole templier, là, mais je sais pas trop c'est quoi l'armoirie. Donc voilà, si quelqu'un sait, je suis preneur de l'info. Bonjour à tous, ici Chaos pour un nouvel épisode de Ethical Hacking. Jusqu'ici dans cette série, on a vu pas mal de techniques, d'approches spécifiques pour attaquer tel ou tel composant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir un peu plus globalement la méthodologie d'une attaque. Pour voir comment un attaquant s'y prend de manière globale dans son processus, comment il réfléchit, quelles sont les étapes de son attaque, et du coup, comment s'en protéger en face. Donc il faut savoir que pour une méthodologie globale d'attaque, il y a 4 phases, donc on va étudier ensemble. Et pour illustrer ça, en fait, je vais utiliser ce jeu de cartes que je vous ai teasé pas mal de fois dans les lives, qui donc va me servir d'illustration aux différentes phases. Donc en fait, ce jeu de cartes va représenter la cible, le serveur ou l'entreprise que l'attaquant veut attaquer. Voilà. Donc quelle est la première phase d'une attaque globale, d'une méthodologie globale d'attaque? La première phase, c'est la reconnaissance, c'est le connaître. Le connaître au sens public, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment tout ce qui est information disponible librement, soit par, je sais pas, un registre du commerce, sur l'entreprise elle-même, genre, je sais pas, son site internet officiel, sur des forums publics, sur la page LinkedIn de ses employés, vous voyez, ce genre de choses, tout ce qui est disponible publiquement, on va le collecter, c'est donc la phase connaître, de reconnaissance publique. C'est la première phase, c'est la phase où l'attaquant va vraiment se faire une idée de sa cible et essayer de voir un peu plus en détail comment il va s'y prendre ensuite. Donc qu'est-ce qu'on peut reconnaître nous de manière publique sur ce jeu de cartes? Ici, hop là, c'est marqué que c'est un jeu de cartes de 54 cartes, et c'est marqué ici qu'il est Made in France. Et puis bah voilà, après Kentucky c'est la marque, enfin voilà. Donc on a un certain nombre d'informations qui sont disponibles librement, qui sont visibles à l'extérieur, sans faire aucune manip que ce soit. Donc ça c'est vraiment les éléments de la première étape. Donc sur une entreprise, je vous ai dit, ce serait collecter des noms d'employés, des sites web, etc. Sur un serveur web, par exemple, si la cible c'est un serveur web, et ben c'est faire la liste de tous les ports ouverts, par exemple. Voilà, ça c'est de la connaissance publique. Donc c'est la première phase. Deuxième phase, on va ce qu'on appelle rentrer, et du coup on va faire une reconnaissance interne. Quand on dit rentrer, attention, on parle de rentrer sans avoir fait encore aucune attaque. Donc ça va être, en fait, suite à cette reconnaissance publique, ajouter des informations qui sont de l'ordre de l'interne, mais quand même accessibles librement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, si l'entreprise fait une journée porte ouverte, visiter ses locaux et voir à l'intérieur comment c'est fait. Voilà, ça peut être une première chose. Ça peut être par exemple, si lors de la reconnaissance publique, on a trouvé un identifiant mot de passe librement sur un forum, et ben c'est le rentrer sur le site, voir ce qu'on trouve avec cet identifiant, ce mot de passe. C'est pas une attaque en soi, c'est juste exploiter des informations. Et l'idée, c'est de collecter encore plus d'informations pour avoir une bonne idée, une bonne approche de notre cible. Donc là, on est sur la reconnaissance externe, on a vu pas mal d'informations. On va donc imaginer que voilà, librement on peut rentrer dans cette entreprise, dans ce serveur, je sais pas, il y a un site web où il y a une porte ouverte, et donc on va pouvoir faire de la reconnaissance interne. Hop là, la reconnaissance interne va nous dire quoi? Eh bien, elle va nous dire que nous avons, hop là, ce beau dos de carte bateau, c'est un peu flou, mais voilà, tac, voilà, et on va dire, voilà, toutes ces informations-là, alors ça peut être une liste d'employés, je sais pas, liste d'employés de la boîte, ça peut être des composants du service web, je sais pas, genre Apache, il y a un proxy Nginx, ou voilà, ce genre de choses. Tout ce qui est informations qui ne sont pas issues d'une attaque, qui sont des informations entre guillemets disponibles, mais qui sont disponibles une fois qu'on est à l'intérieur.
Donc aussi, ça pourrait être par exemple où se trouve tel employé dans le bureau. Parce que, où se trouve la salle serveur, par exemple. Voilà. Si vous attaquez, enfin si l'attaquant attaque une entreprise, c'est où se trouve la salle serveur, par exemple. Une fois qu'on est rentré dedans. Tant qu'on y est, pour être complet, hein, si on a fait la reconnaissance extérieure, c'est l'occasion de vérifier les données qu'on avait sur la reconnaissance extérieure avec les données qu'on a de la reconnaissance intérieure. Des fois ça confirme, des fois non. Bon là je vais pas recompter devant vous, mais en l'occurrence là j'ai 52 cartes, alors que la boîte disait 54 parce que j'ai enlevé les jokers. Bon, voilà, je vais pas les compter, mais voilà. Et même chose en fait, sur la boîte c'était marqué Made in France. Ce jeu là n'est pas Made in France, tout simplement parce que, voilà, si je vous les mets comme ça, hop. Comme ça, voilà. Le jeu de cartes est plus petit, vous voyez, en fait c'est pas sa boîte. C'est pas sa boîte, donc du coup, les informations que j'ai collectées sur la boîte ne sont pas pertinentes. C'est les informations que j'ai collectées à l'intérieur qui le sont. Donc ça permet, voilà, d'avoir une précision sur toutes les connaissances que l'attaquant peut avoir. Et donc, il va avoir un bon périmètre, une bonne idée de la cible qu'il va attaquer. Alors, déjà à ce stade-là, comment on s'en prémunit? Ça veut dire quoi de lutter contre cette phase de reconnaissance et de reconnaissance interne qu'on appelle rentrée? Et bah globalement, ça va être de dire je ne diffuse à l'extérieur que le strict minimum. Par exemple sur un serveur où il y a un site internet, n'ouvrir aucun autre port que le site internet. S'il y a aussi un port SSH et un port, je sais pas, FTP, bah c'est pas normal, sauf s'il y a un vrai besoin que les gens à l'extérieur sur internet aient accès à ces ports-là. Si par exemple on est sur une machine, donc je reste sur l'exemple d'une machine web, un serveur web qui a un site web, mais que le développeur a besoin d'y accéder, et bah le développeur, ce serait mieux qu'il y accède par un autre réseau que par internet, et donc le développeur devrait avoir un accès VPN ou un accès local qui serait bien effectivement sur le port SSH, mais qui n'est pas par la même adresse IP, qui n'est pas par la même carte réseau. Donc voilà, l'idée pour se protéger de la phase de reconnaissance, c'est vraiment de limiter au maximum toutes les traces, toutes les données qu'on laisse dehors. C'est aussi, pour éviter les éléments de reconnaissance interne, c'est aussi de faire par exemple des clauses de confidentialité avec vos employés. Dans les contrats, indiquer qu'il n'y a pas le droit, je sais pas, de diffuser les logins mots de passe de son compte sur un forum extérieur. C'est tout bête, mais j'en ai vu, donc ça existe. Ça peut être aussi dans l'entreprise avoir une politique de suivi des gens, dans le sens où si un inconnu est dans les locaux, les employés doivent d'eux-mêmes réagir en disant bah tiens, on a croisé un inconnu, on va lui demander son badge, voilà, son autorisation d'être là, tout simplement, voilà. Ça fait partie des processus qui permettent de lutter contre la reconnaissance interne. Donc l'attaquant, lui, il a donc fait ces deux phases de reconnaissance. Reconnaissance interne, reconnaissance externe. Je vous montre bien tout. Il n'y a pas de double fond, il n'y a pas de choses comme ça. Hein. Quand même, pour être sûr. Je voudrais pas qu'on m'accuse après. Donc, on a fait notre phase de reconnaissance interne, on a fait notre phase de reconnaissance externe. L'attaquant va maintenant chercher des failles. Alors pour chercher des failles, d'abord il va reprendre un peu dans le détail tout ce qu'il a noté, tout ce qu'il a collecté comme information. Il va refaire le tri de tout ce qu'il a collecté, et à partir de là il va essayer de trouver dans tout ce qu'il sait maintenant sur sa cible le point faible, le pied dans la porte si vous voulez, le maillon faible de la chaîne. Et le maillon faible de la chaîne, ben, il va falloir qu'il le trouve. Donc pour ça, si par exemple on est dans le cas d'un serveur web, le plus évident, c'est de prendre chaque composant un par un. Hein, voilà, on a plusieurs composants constituant notre serveur web, et on va vérifier dans les bases de données de connaissances, dans les bases de données de veille, s'il n'y a pas une faiblesse sur ce composant-là, par exemple. C'est pareil pour une entreprise, si on a un certain nombre, je sais pas, des noms d'employés ou des mails, des choses comme ça, ça va être le moment où l'attaquant va essayer de trouver quel est l'employé le plus susceptible, par exemple, de répondre à un mail malveillant, mais lui faire cliquer sur une pièce jointe, hein, vous voyez, ce genre de choses. Donc c'est à ce moment-là qu'il va se décider. Donc l'idée c'est quoi? C'est que l'attaquant va tester tout ce qu'il peut, tout ce qu'il sait, donc par exemple, je sais pas, ce composant-là, il va le tester, et il va vérifier s'il arrive à le
hacker, donc c'est là vraiment où intervient le hacking, au sens clair du terme, les techniques qu'on a vues dans les autres épisodes, typiquement. Donc là, il va essayer de l'attaquer, bon, voilà, il trouve aucune faille connue sur ce composant-là, il peut rien en faire, bon, il le fait pas. Il en essaye un autre, de toute façon il va tous les essayer, hein, donc il en essaye un autre jusqu'à trouver aussi une faille, et là, ah, il trouve une faille, il exploite. Ça, c'est la phase trouvée. Donc on n'est plus dans la phase reconnaissance, donc interne-externe, on est sur la troisième phase, la phase trouvée. Il a trouvé une faille dans le système. Il a réussi à exploiter un composant, il a réussi à exploiter, je sais pas, le mail d'une personne, enfin voilà, il a trouvé le maillon faible, et donc à partir de là, il va continuer son attaque. Donc une fois qu'il a trouvé sa première phase, je vais la reprendre quand même, hop là, il a trouvé son premier point d'attaque, son premier accroche, il va faire ce qu'on appelle de l'escalade de privilèges. Donc c'est la phase exploitation, où en fait il va utiliser les privilèges qu'il vient d'acquérir pour en essayer d'en attraper encore plus, et au final se retrouver maître de l'ensemble de la machine. Donc il va progressivement dire, bon bah voilà, j'exploite ce composant, j'ai un nouveau privilège, j'exploite ce composant, j'ai un nouveau privilège, etc., etc., et il va prendre le contrôle du système complet, de sa cible. Donc si c'est une entreprise, si c'est, je sais pas, un serveur web, il va avoir suffisamment de privilèges pour pouvoir accéder à ses fins derrière. Et à partir de là, et ben donc commence l'exploitation. Donc ça va être soit il va transformer un serveur web en botnet, soit il va, je sais pas, détruire des données, voler des données. Pour une entreprise, c'est typiquement ça. Il va, je sais pas, accéder au serveur web, enfin à la salle des machines de l'entreprise pour y faire ce qu'il veut dessus, une clé USB ou je ne sais quoi. Bref, du coup, on est dans la phase d'exploitation, c'est-à-dire la phase où ça y est, il a le contrôle et il fait ce qu'il veut. Pour s'en protéger, donc là on a vu deux phases. On a vu la phase trouver et la phase exploiter. Il y a deux techniques, hein. Pour la phase trouver, donc la phase 3 où il trouve une première phase, ça, la protection, ça va être surtout d'avoir un système à jour et d'avoir une veille efficace, c'est-à-dire qu'il faut être au courant des différentes failles qui sont susceptibles de toucher les composants qu'on utilise, et mettre en place des mesures en face correspondant. Donc soit mettre à jour le composant, hein, tout bêtement, soit quand c'est pas possible, mettre une protection, un firewall, enfin voilà, un équipement ou une protection quelconque qui permet de déjouer cette faille-là. Donc pour ça, il faut la connaître. Donc, veille sur les failles, mise en place d'une mesure de protection, ça permet de contourner, enfin d'empêcher la phase 3 de l'attaquant. La phase 3 qui est trouver une faille. Pour se protéger de la phase 4, qui est la phase exploitation, c'est pas tout à fait la même chose. Là, l'idéal, c'est de mettre en place un processus de contrôle, d'audit. Donc ça va être mise en place de logs, d'études de logs, vraiment d'analyse de ces logs, hein, de centralisation et d'analyse. Ça va être des audits sur les processus sécurité, ça va être des audits sur si les services fonctionnent comme ils devraient. Donc aussi bien des audits humains, si vous voulez, que des audits techniques en fait. Donc humain, ça va être, voilà, est-ce que tout le monde sait bien les règles de sécurité, est-ce que tout le monde connaît bien la confidentialité qu'il a signée, est-ce que tout le monde sait bien que quand il croise un inconnu dans le couloir, il faut vérifier son autorisation, voilà, ce genre de choses. Et l'audit technique va être plus porté sur, est-ce que mon service, au-delà du fait qu'il est ou pas à jour, est-ce que actuellement son fonctionnement est nominal? Est-ce qu'il fait des choses qu'il est censé faire, ou est-ce qu'il a une activité qui est anormale? Donc je sais pas, est-ce que son CPU est surchargé par ce qu'il devrait, donc peut-être qu'il a un mineur de Bitcoin dessus. Est-ce que mon serveur de mail a pas envoyé 300 000 spams à droite à gauche alors qu'il n'est pas censé le faire? Donc voilà, ça, c'est des moyens de contrôle qui donc permettent de se prémunir contre cette phase 4 d'exploitation. C'est-à-dire que même si on a été mauvais sur toutes les autres phases, au moins on s'en rend compte et on sait quand est-ce qu'on est exploité. Donc voilà, je vous ai montré la totalité de la méthodologie d'un attaquant, depuis donc la reconnaissance externe, ensuite la reconnaissance interne, ensuite la première faille, la faille qui va permettre d'entrer, et ensuite l'escalade de privilèges et l'exploitation globale. Et donc, en parallèle, les mesures de protection, donc d'abord, pour empêcher la reconnaissance externe, diminuer les traces, ensuite, pour empêcher la reconnaissance interne,
là aussi diminuer les traces, mais rendre les choses les moins verbales possibles. Donc typiquement, je pense sur un serveur Apache qui divulgue pas sa version, sur un PHP aussi par exemple, il y a des options pour ça. Donc mettre des réglages de prod entre guillemets où on ne donne pas d'informations supplémentaires. Ensuite, donc sur la phase trouver, donc là c'est l'attaquant qui trouve une faille, donc c'est vraiment ce qu'on pense habituellement en termes de sécurité, mettre à jour les composants, protéger les différentes failles possibles avec des firewalls et des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment la phase classique, celle-là on va dire tout le monde y pense quand on parle sécurité. Et enfin la dernière phase, pour contrôler l'exploitation, c'est le contrôle permanent de l'activité de vos serveurs, de votre entreprise. C'est l'audit pour vérifier que tout le monde est nominal par rapport à ce qui est prévu et normé comme processus et comme activité. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à une prochaine, alors au moins parmi mes lives, parce que je sais pas si vous savez, mais tous les dimanches, en ce moment je fais des lives, donc une semaine c'est du hacking, une semaine c'est de la discussion éthique qui va avec le hacking aussi. Donc au moins sur ces lives là, et sinon à la prochaine dans un prochain numéro de Ethical Hacking. Bonne journée, salut!